Aujourd'hui, à chaque transaction sur Internet, même sécurisée, nous prenons le risque de nous faire pirater nos coordonnées bancaires. En France, 500 000 personnes sont chaque année victimes de fraude à la carte bancaire. Et au niveau mondial, ce type de piratage coûte plus de 100 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, pourtant, il existe une solution qui pourrait permettre de payer sur Internet en toute confiance. Un nouveau moyen de paiement ultra sécurisé et anonyme, en marge du système bancaire classique, son nom, le Bitcoin. Le Bitcoin est apparu en 2009 et une dizaine de millions de personnes l'utilisent déjà comme moyen de paiement pour échanger des biens et des services. Contrairement aux monnaies comme l'euro ou le dollar, il n'existe ni de pièces ni de billets. Cette monnaie est totalement électronique. Elle n'appartient à aucun État, elle n'est pas matérialisée et elle n'est régulée par aucune banque centrale. C'est une monnaie sans banque, gérée par ses propres utilisateurs en réseau et beaucoup moins vulnérable face aux attaques informatiques. D'où son nom, bit comme l'unité informatique et coin comme pièce de monnaie en anglais. À Paris, Philippe Rodriguez croit fermement à ce qu'il appelle la révolution Bitcoin. C'est même le président de l'association Bitcoin France, lobby des partisans de la monnaie digitale en France. Il nous emmène aujourd'hui dans un endroit unique en Europe, la Maison du Bitcoin, un espace de travail accueillant ceux qui utilisent et veulent découvrir le Bitcoin. On y trouve une curieuse machine qui permet d'échanger des euros contre des bitcoins en avalant des billets. Donc ici, on va pouvoir effectivement échanger des euros contre des bitcoins et donc recharger son compte bitcoin, son compte en banque bitcoin en quelque sorte, son adresse bitcoin. Et on va pouvoir le faire ici directement avec cette machine qui échange des euros contre des bitcoins. Aujourd'hui, le Bitcoin s'échange principalement sur Internet et n'a pas de cours légal comme les autres monnaies. Son prix dépend simplement de l'offre et de la demande. Mais pour pouvoir s'en procurer, il faut d'abord se créer un compte virtuel, un wallet dans le jargon, ce qui signifie portefeuille en anglais. C'est possible en quelques secondes sur des sites et des applications spécialisées, voire en utilisant un boîtier high-tech comme celui-ci. Sur ce papier, il y a 2 QR codes, ces nouveaux codes barres numériques que l'on peut scanner avec son téléphone pour accéder à des sites internet. Ce compte Bitcoin va me permettre effectivement, grâce à sa clé publique, de recevoir des bitcoins sur ce compte. La clé privée me permet de signer lorsque je veux moi-même envoyer des bitcoins. En quelque sorte, j'utilise la clé publique pour pouvoir recevoir et j'utilise la clé privée pour prouver que c'est bien moi qui envoie et qui dispose en fait des fonds pour pouvoir le faire. Il l'a reconnu, ça y est. Donc il a reconnu en fait que mon adresse est bien celle-là, il me l'affiche. Et l'argent que je vais pouvoir rentrer ici en euros va être envoyé sur mon compte Bitcoin en Bitcoin. Pour 20 € au moment de cette transaction, 39 millièmes de Bitcoin sont crédités. Ils pourront ensuite être dépensés par virement sur le compte d'un commerçant s'il a lui-même un compte Bitcoin. Pour transférer des bitcoins d'un compte à un autre, il faut connaître la clé publique du destinataire, son numéro de compte en quelque sorte. Mais pour autoriser et envoyer la transaction dans le réseau, il faut s'authentifier à l'aide de sa clé privée. C'est l'équivalent du mot de passe. Mais comme toutes les clés sont cryptées et choisies parmi des milliards de combinaisons possibles, la sécurité et l'anonymat des utilisateurs sont garantis. Tous ces échanges sont sécurisés par des principes cryptographiques. Et c'est pour ça qu'on appelle ces monnaies des crypto-monnaies, puisqu'au lieu d'utiliser la confiance dans un tiers de confiance, dans un organisme central, dans une banque centrale, dans un émetteur central, on va faire confiance en fait dans un système cryptographique qui va s'assurer que l'ensemble des transactions sont valides et sécurisées. Le Bitcoin permet donc de ne plus laisser en ligne nos coordonnées bancaires ou de traces de notre identité. Mais à quoi peut servir aujourd'hui une telle crypto-monnaie? Que peut-on s'acheter avec? Grâce à son anonymat, le Bitcoin est resté pendant longtemps un moyen de paiement utilisé par des technophiles pour acheter des produits illicites sur le Darknet, l'Internet caché. Mais, depuis quelques mois, il se rachète une conduite. Un écosystème légal se met en place et des dizaines de milliers de sites Internet commencent à l'accepter. C'est notamment le cas de géants de l'e-commerce comme Overstock et Expedia aux États-Unis ou du groupe japonais Rakuten. Au Japon, on en parle beaucoup et même le fondateur de Rakuten, Hiroshi Mikami, voit finalement dans le Bitcoin une des innovations majeures, aussi importante probablement que l'a été l'Internet puis le haut débit, qui un jour ont rendu possible l'interconnexion entre tous les êtres humains. Les e-commerçants s'intéressent au Bitcoin de façon très pragmatique. Pour eux, c'est un moyen de paiement plus rapide, sans taux de change et surtout
beaucoup moins cher. Les frais de transaction en Bitcoin sont inférieurs à 1%, alors que les commissions prélevées par les intermédiaires financiers varient aujourd'hui de 2 à 10% sur certains transferts. Les moyens de paiement sont un des ressorts sur lesquels il faut gagner en facilité, en fluidité, en transparence, en rapidité, etc. La confiance, c'est le maître mot effectivement pour nous. Le Bitcoin, ça doit être un outil au service de plus de fluidité, à condition de ne pas sacrifier la confiance, parce que la confiance est un aspect essentiel des échanges commerciaux, entre particuliers ou entre professionnels et particuliers. D'accord, mais sans organisme officiel certifiant les transactions, comment peut-on avoir foi dans une telle monnaie? Comment avoir confiance dans le Bitcoin? Pour Éric Larchevêque, le fondateur de la maison du Bitcoin, c'est effectivement l'instauration de la confiance par un réseau de partage décentralisé et autorégulé qui est au cœur de l'innovation de cette nouvelle monnaie. La première rencontre avec Bitcoin doit dater d'environ 2012. Là, j'ai vraiment compris qu'on était face à une vraie révolution, à la potentialité d'un choc industriel. Parce que tout simplement, on redéfinissait complètement les bases de la confiance. La technologie qui est derrière Bitcoin, c'est avant tout la résolution de la confiance. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons des outils, une technologie qui permet de se passer du tiers de confiance, que ce soit un État ou une banque centrale. Cette technologie dont parle Éric Larchevêque, la voici. Cette machine qui tourne à plein régime est l'un des 300 000 ordinateurs qui surveillent en permanence le bon déroulement des transactions. Ce réseau d'ordinateurs surpuissants vérifie et valide l'ensemble des transactions effectuées dans le monde. Une fois authentifiées, ces transactions sont ajoutées dans une grande base de données comme un gigantesque cahier comptable. Cette base de données est partagée et accessible à tous. C'est le garant de l'authenticité de chaque Bitcoin en circulation et de chaque transaction qui ne peut être doublonnée. On ne peut pas fabriquer de la fausse monnaie, c'est mathématiquement impossible. Modifier les positions à l'intérieur pour faire disparaître des sommes, c'est mathématiquement impossible. Ça ne peut pas être manipulé. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on achète ces machines et on fournit l'électricité? C'est tout simplement parce qu'en récompense de ce travail de sécurisation, le protocole autorise la création de monnaie ex nihilo. Surveiller les transactions est l'unique façon de créer de nouveaux bitcoins. Le système est donc décentralisé, autorégulé et totalement automatique. La confiance n'est plus garantie par une seule entité, mais assurée par des milliers de personnes qui sont rémunérées en échange du travail de leur machine. Bitcoin n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Personne ne peut en prendre le contrôle, que ce soit son créateur, un État, un groupe de développeurs, absolument personne. C'est exactement comme Internet. Aujourd'hui, personne ne contrôle véritablement Internet. Et le seul moyen d'arrêter Bitcoin, c'est de débrancher Internet. Autant dire que c'est impossible. Le Bitcoin semble totalement autonome et indépendant. Cette situation ne plaît pas aux États, ni aux banques centrales, qui veulent aujourd'hui réguler cette monnaie virtuelle qui leur échappe. Certains pays, comme le Japon ou la France, veulent même taxer les échanges en Bitcoin. D'autres, carrément les interdire, comme la Chine ou la Bolivie. Leurs inquiétudes proviennent aussi du caractère nébuleux de cette crypto-monnaie. À part son pseudonyme, Satoshi Nakamoto, on ne sait absolument rien du créateur du Bitcoin, ni de ses motivations. Mais les États ont peur de perdre le contrôle de leur monnaie. C'est ce que pense Jörg Platzer, le premier commerçant au monde à avoir accepté le Bitcoin dans son bar à Berlin. Les instances régulatrices des États cherchent, bien entendu, à réglementer le Bitcoin, comme n'importe quel autre flux monétaire. Elles veulent savoir qui envoie de l'argent, à qui et quand. Elles veulent pouvoir contrôler l'argent, éventuellement le saisir. Et évidemment, avec le Bitcoin, tout cela n'est plus possible. Issu de la mouvance cyberanarchiste, Jörg ne s'en cache pas. Sa démarche est avant tout militante. Pour lui, le Bitcoin n'a pas besoin d'autorisation légale pour continuer à se développer et pour que tout le monde puisse l'utiliser quotidiennement. C'est une technologie novatrice qui nécessite qu'on pense de manière différente, c'est-à-dire de manière décentralisée. La plupart des gens ont d'abord peur face à quelque chose de nouveau. La plupart des gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais plus les gens comprendront comment fonctionne le système Bitcoin et ce qui se cache derrière, plus ils se rendront compte que c'est une monnaie ordinaire, que c'est une meilleure monnaie que les autres, qu'elle n'est pas mauvaise en soi et qu'il n'y a absolument rien à craindre. Irgendwas, wovor sie Angst haben müssen.
Pourtant, les économistes et les observateurs du Bitcoin sont moins enthousiastes et pointent les limites de cette nouvelle monnaie. Comme Nessim Haït Kassimi, journaliste spécialiste des marchés monétaires au quotidien économique français Les Échos. Aujourd'hui, quand il y a 100 achats de Bitcoin, il y en a à peu près 70 qui sont de la spéculation. Au début, c'était 90, donc cette part diminue un peu, mais grosso modo, il y a seulement 30 bitcoins sur 100 qui servent à acheter des biens, à les revendre, etc. Donc la dimension spéculative reste encore énorme. Et à mon avis, elle peut justement porter préjudice à son utilisation. Si les gens se disent c'est une monnaie qui fait trop de yo-yo chaque jour, est-ce que c'est véritablement une devise qui inspire confiance? Donc, à mon avis, c'est un avenir quand même assez problématique. Une problématique qui se voit clairement sur la courbe de la valeur d'un bitcoin, qui a dépassé les 1000 $ il y a un an pour stagner depuis aux alentours de 500 $ pour un bitcoin, sans compter les très fortes variations d'un jour à l'autre. Chaque jour, il y a de très fortes variations, c'est-à-dire que le bitcoin peut ouvrir à 500 $ et puis descendre à 400, etc. Donc le particulier qui s'amuserait à spéculer sur cette devise sur laquelle, à mon avis, il y a aussi beaucoup de manipulation et de spéculation, c'est très dangereux. Les partisans du Bitcoin voient pourtant leur monnaie comme un rival de l'euro ou du dollar. Les adeptes du Bitcoin sont un petit peu les tenants d'une forme d'une nouvelle religion à mi-chemin entre la pensée un peu libertarienne qui est très attachée, on va dire, aux droits des individus et la nouvelle technologie. Mais les devises traditionnelles vont sans doute contre-attaquer en s'inspirant des avancées technologiques du Bitcoin. Il n'est pas du tout impossible que dans les 3-5 prochaines années à venir, l'euro ait sa version cryptographique, le dollar ait un peu une version purement électronique, et que quelque part, le système financier vampirise le Bitcoin à son profit. Comme lors de l'arrivée d'Internet dans les années 90, personne ne sait aujourd'hui prédire ce que pourrait devenir ce nouveau protocole d'échange décentralisé. À Paris, les endroits acceptant le Bitcoin, à l'image de ce restaurant, sont encore rarissimes. Mais Philippe Rodriguez reste confiant malgré tout. On est dans un monde qui accepte de plus en plus le Bitcoin. D'après nos prévisions, d'ici 5-6 ans, on aura pratiquement 1 milliard d'utilisateurs. Il faut bien que ce milliard d'utilisateurs puisse dépenser ces Bitcoins quelque part, mais parmi ces utilisateurs, on trouvera également des commerçants qui vendent des biens ou des services et qui seront amenés, comme ce restaurant-là, à accepter les Bitcoins. Avec le Bitcoin, Internet vient d'enfanter une nouvelle innovation dont il a le secret. Une technologie adoubée à la fois par des businessmen libéraux et par des partisans d'un autre système financier. Une monnaie virtuelle, sans frontières, nouvelle preuve de la numérisation croissante de notre quotidien. Et sur notre site internet arte.tv/futurmag, nous vous invitons à la grand-messe du Bitcoin qui se tiendra le 8 octobre prochain à Paris. Retrouvez-nous sur Twitter et suivez en live les interventions de Jacques Attali et des spécialistes de cette monnaie électronique. En attendant, nous vous donnons rendez-vous sur arte.tv/futurmag pour plus de contenu et de décryptage.